14 régions, y compris la diaspora, sans compter maintenant la capitale. Mais donc aujourd'hui, attends, laissez-moi terminer. Sonko n'est pas l'ennemi public. Oui, attendez, je vais te compléter. Oui. Alors, il y a eu un détachement des élites de la police en tenue dans un quartier où ils doivent être 24 heures sur 24 heures, au moment où Dakar a déjà un problème de sécurité et au moment où les forces de défense et de sécurité vous disent qu'ils ont un problème d'effectif au point de faire un rappel pour réengager des gens qui étaient récemment partis à la retraite. Vous avez suivi ça? Oui. On a un problème d'effectif, mais quand il s'agit de la sécurité, on définit désormais la sécurité par la capacité pour les forces de défense et de sécurité à dire ce que Sonko a mangé le matin, à midi, le soir. Qui a appelé Sonko, avec qui il a parlé, etc. Les patriotes au niveau des régions, qui bougent au niveau des jeunes, qui bougent au niveau des femmes, qui bougent. Donc la sécurité a une nouvelle mission qui consiste simplement à traquer, à suivre, à utiliser même les drones au problème de percer la vie privée des uns et des autres, particulièrement Ousmane Sonko. C'était la nouvelle vocation de la sécurité. Tout le reste a été délaissé. Donc la sécurité a changé de paradigme. En plein jour, une pirogue s'est aventurée ici, à la mosquée de la Divinité. Or, la corniche, c'est la corniche la plus fréquentée. Et personne n'a pu voir les affaires. C'est au dernier moment que la marine a été alertée. Et c'est à la suite de la course-poursuite que la pirogue a eu des problèmes au niveau des rochers, provoquant ainsi la mort et la fuite de d'autres. Donc, pour vous dire carrément que, aujourd'hui, au lieu de penser au développement, alors que si vous réussissez le développement, vous réglez le problème de Sonko. Mais non, on pense plutôt à Ousmane Sonko. Je vous donne un dernier exemple. Il y a un accident qui a eu lieu récemment. Imaginez, si Sonko était dans ce car, vous croyez que le car allait faire le surcharge de 16 personnes? Parce que partout où Sonko va, toute la police et toute la gendarmerie, n'est-ce pas, vont se réunir pour suivre cela. C'est parce qu'on a ignoré tout. Tout est laissé. La priorité des priorités, c'est quoi? Kër Gorgui d'abord, les sièges de PASTEF et de certains des alliés, les permanences dans toutes les régions, la diaspora avec les activistes qu'il faut suivre, etc., etc. Donc, quand toutes les forces de l'ordre sont mobilisées spécialement pour simplement traquer Ousmane Sonko, des failles sont ouvertes et ce sont ces failles que les jeunes ont empruntées pour se donner et s'adonner à ce risque périlleux qu'est l'immigration irrégulière, autrement appelée immigration clandestine. Mais dans votre raisonnement, vous semblez omettre un fait. Cette histoire d'immigration, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Barça ou le Barça, ce n'est pas sous l'ère Macky Sall. Est-ce que le problème n'est pas plus complexe que ce que vous voulez? Le problème peut être plus complexe, mais je pense que tout homme politique doit être ambitieux. Moi, je peux venir aujourd'hui. Je trouve une situation qui est déjà là. Mon ambition, c'est de prouver que ma venue ou ma survenue doit être marquée du sceau de la différence par rapport à mes prédécesseurs. Ce que mes prédécesseurs n'ont pas fait, moi, je dois avoir l'ambition de relever ces défis. Et c'est ça la marque de l'individu quand on est ambitieux. Mais le problème de Macky Sall, Macky n'a pas besoin de gloire. Macky est prêt à mener le combat aujourd'hui avec une équipe de 3e division. Supposons que lui, il soit 1er division. Avec une équipe de 3e division, il gagne sans gloire. Il n'en fait pas, il n'en fait. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui croit à l'honneur. Par conséquent, quand vous n'avez ni la culture de l'honneur et de la gloire, vous n'êtes pas ambitieux. Mais quelqu'un qui renonce à faire un 3e mandat au moment où tout le monde disait que ça allait être le cas, ce n'est pas de la gloire, ce n'est pas de l'honneur. Qui a renoncé? Macky n'a jamais renoncé. Il a été contraint. Renoncer est un acte volontaire. Or, ici, il a été contraint. Par qui et par quoi? Par les rapports de force et par l'opinion aussi bien nationale qu'internationale. Parce qu'il n'avait pas les moyens, lui, de convaincre les uns et les autres sur la possibilité et la légitimité de cette prétention à une 3e candidature. Il n'avait pas les moyens politiques et il n'avait pas aussi les moyens juridiques avec lui. Conséquence, il était obligé de se soumettre à la contrainte. Donc, il a été contraint au départ. Et lorsqu'il même s'exprimait, vous sentez nettement qu'il y avait un arrière-goût. Parce que quand vous voulez aller, si c'est un acte volontaire, allez-y par la bonne porte, montrez aux gens que vous avez fini, etc. Mais il n'a pas donné l'impression d'avoir terminé, parce qu'il a parlé avec un visage de frustré, etc. Tout et tout. Mais quelque part, il y a une rancœur qui fait qu'il en veut à tous ceux qui ont contribué à l'éloigner du champ politique et à l'éloigner de ses prétentions à une 3e candidature. Mais il y a beaucoup de gens de son entourage qui vous diront que cette décision, il l'a prise depuis 2019.
Il y en a. On a suivi un peu la position du ministre Cheikh Oumar Anne qui a clairement dit qu'après la présidentielle de 2019, Macky Sall avait demandé aux hauts responsables de l'Alliance pour la République de choisir un successeur. Et pourquoi remettre en cause cette volonté de ne pas faire une chose alors que le droit le lui permettait? Ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle la farce solennelle. Parce que si réellement c'était ce qui avait été dit, il n'aurait pas besoin de mettre en place un gouvernement dénommé gouvernement de combat, dont la mission essentielle était au contraire... Combat social, au plan social. Non, combat. Ils ont dit gouvernement de combat. Combat pour la prise en charge de la bataille d'opinion liée effectivement à la prétention au troisième mandat. Si réellement ce qu'il a dit, ce que vous dites c'est ça, il n'avait pas besoin d'en arriver là. Et ça s'appelle quoi? Il a limogé tous ceux qui disaient publiquement qu'il n'a pas droit au troisième mandat. Et tous ceux qui disaient qu'il a droit au troisième mandat ont vu leur carrière être propulsée vers devant. Ils sont devenus des ministres. Et vous voulez faire croire aux gens qui ne voulaient pas. Macky tenait non seulement à une troisième candidature, mais si la loi même le lui permettait, à être président à vie. Parce que c'est un parvenu. Avant qu'il ne soit président, il était ce qu'il était. Mais depuis qu'il est entré dans la sphère étatique, il est devenu méconnaissable. Il confondait son propre destin au destin qui nous est commun. Il pensait que la République était un héritage familial. C'est tout cela qui, lié, ont fait de lui aujourd'hui un dictateur. Un dictateur qui règle tout par la force, mais pas par la raison. Il a persécuté des hommes dont le seul tort est quoi? De lui avoir dit la vérité ou de lui avoir apporté des contradictions. Macky Sall a fait preuve d'intolérance. Il est allé jusqu'à développer la culture de la haine entre les citoyens qui doivent être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous constituons une même famille, au-delà de nos différences physiques, au-delà de nos différences intellectuelles et spirituelles. Mais Macky est venu, il a créé deux Sénégal. Un Sénégal antagonique à un autre Sénégal. Ce qui est inédit. Il a été plus loin, au point de penser qu'il avait le droit, lui, de faire et de défaire les carrières des uns et des autres. C'est lui qui pense que c'est lui le Conseil constitutionnel, c'est lui qui doit dire qui est candidat, qui peut être candidat et qui ne peut pas être. Tout cela, c'est Macky. Mais ce que vous reprochez à Macky, c'est ce que les gens de Macky reprochent aussi à Ousmane Sonko. D'avoir amené dans l'espace politique public un nouveau langage, d'avoir amené dans l'espace politique public une nouvelle manière de faire de la politique, d'avoir amené dans l'espace politique public le Gatsa. Je vais vous préciser, vous me donnez l'opportunité. C'est-à-dire que la survenue de Ousmane Sonko dans l'espace politique a été trop bénéfique. Premièrement, c'est le seul homme politique qui, lorsqu'il est entré sur scène, n'a pas privilégié l'achat de conscience. Ousmane Sonko ne mobilise pas sur la base de l'argent. Au demeurant, c'est le leader politique le plus pauvre financièrement. Donc pourquoi... Ah bon? Où est-ce qu'il va prendre cet argent? Avec ce qu'il... Non, laissez-moi continuer. Son train de vie ne... Laissez-moi, il a un train de vie extraordinaire. Laissez-moi venir. Oui, je disais que Ousmane Sonko n'a pas fondé sur l'argent. On est au PASTEF. Moi, aujourd'hui, si j'ai une activité à faire, je ne vais même pas penser à dire Ousmane, envoie-moi ça et ça et ça et ça. C'est sur la base des convictions collectives que nous allons identifier les moyens de mobiliser les moyens aussi bien matériels, financiers qu'humains pour apporter notre contribution par rapport à la marche du parti. Deuxièmement, Ousmane Sonko, quand il est venu, les premières choses, il a produit par écrit un certain nombre d'idées qui constituaient une préoccupation par lui. Et parmi ces documents, le plus célèbre, c'était les solutions. Donc, contrairement aux autres qui sont là à dénoncer, lui dit, je propose des solutions. Et il a fait une approche inclusive. Non seulement il a écrit, mais il dit qu'il ne va pas s'enfermer dans son bureau pour se suffire. Il vient à la place publique. Il invite des journalistes. Il invite le public. On lit les passages et il se donnait entièrement et à cœur joie aux questions qui lui ont été posées. Il s'en est sorti une acclamation très appréciée aussi bien au niveau national et international. Du point de vue du discours, le mal du Sénégal et de l'Afrique, c'est une seule chose, c'est la malgouvernance. Ousmane en a fait son cheval de bataille. Il a émis des idées pour exiger davantage de redevabilité, de transparence, d'orthodoxie, de probité aussi intellectuelle que morale. Or, si vous ne réglez pas les questions de bonne gouvernance, quel que soit le type d'investissement que vous voulez faire,
vous allez avoir des problèmes parce que d'abord, là où il y a la bonne gouvernance, les investisseurs les plus exigeants ne viendront pas parce qu'ils n'auront pas confiance au système économique. Deux, ça favorise